Au sommaire de cette édition, la Banque mondiale reste optimiste quant à l'avenir de l'économie ivoirienne. Pour elle, la Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui comme un pays attrayant. En santé, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu ce mardi une délégation de l'ONU-SIDA. Sujet principal, l'organisation prochaine en Côte d'Ivoire du sommet mondial des maires africains et américains. Et puis, en Afrique du Sud, le roman autobiographique de l'ancien président Nelson Mandela, bientôt adapté au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est fait membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Depuis cette société savante presque centenaire, composée de seulement 100 membres titulaires, présentation de cette académie avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé Saoué. L'Académie des sciences d'Outre-mer est une société savante qui étudie les questions relatives aux pays situés au-delà des mers. Elle y associe des personnalités françaises et étrangères les plus compétentes dans un esprit de complète objectivité et d'entier désintéressement. Sa devise est savoir, comprendre, respecter, aimer. Elle a été créée en 1922 par le journaliste Paul Bourdary et le sénateur et ancien ministre des colonies Albert Lebrun, dans le but d'étudier les problèmes spécifiques aux pays d'outre-mer. 100 membres titulaires, 100 correspondants, 25 membres libres, 50 membres associés, parmi eux 5 présidents africains, Félix Houphouët-Boigny, Blaise Compaoré, Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor et depuis ce lundi 4 novembre 2013, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement honoré et flatté de pouvoir appartenir à cette grande institution. Et les personnalités qui en sont membres, comme vous le savez, sont particulièrement éminentes, ont beaucoup contribué à l'évolution de la science, de la culture, des arts. Et donc c'est un grand honneur pour notre pays. Je crois que c'est la confirmation que la Côte d'Ivoire retrouve bien sa place dans le monde actuel. Tous les membres de cette prestigieuse académie sont élus parmi les personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux et recherches entrant dans le cadre des activités de cette institution. Ils ont rendu et rendent encore des services éminents au développement culturel, scientifique, économique, technique ou humain des pays d'outre-mer. Les gens qui faisaient des sciences ou les gens qui avaient été souvent exercé des responsabilités en outre-mer avaient envie de se retrouver et de faire progresser les études sur l'outre-mer. Donc à l'époque c'était principalement des administrateurs, des préfets, des gouverneurs, ce genre de personnes. Et petit à petit l'académie s'est ouverte. Vous avez d'anciens responsables scientifiques ou chefs d'État de pays d'Afrique. Mais l'outre-mer aujourd'hui a au sens large puisque ce sont ce sont tous les pays des anciennes colonies. Donc c'est à la fois ce sont des conférences qui interviennent assez régulièrement, qui sont assez intéressantes sur un certain nombre de sujets qui intéressent ce qui s'est fait dans ce qui était l'empire colonial français. Les membres et les correspondants sont répartis en 5 sections en fonction de leur spécialisation. L'Académie des sciences d'outre-mer encourage la vie scientifique et contribue au progrès des sciences par l'organisation de conférences, débats et sa participation aux colloques internationaux. Chaque année, elle décerne 8 prix littéraires destinés à inciter et récompenser une sélection de publications. Sa bibliothèque dispose de 80 000 ouvrages, 3 000 périodiques, 1 millier de manuscrits, de cartes et des photographies et 10 000 brochures. C'est cette société savante dont la présidente actuelle est Jeanne-Marie Amat Rose qui vient d'honorer le président Alassane Ouattara en l'accueillant en son sein, faisant de lui le 2e académicien et président de la République de Côte d'Ivoire, après le président Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État donc, désormais membre de cette académie de renom. Une distinction saluée par quelques personnalités et académiciens présents sur place. Leur réaction toujours au micro d'Abiba Dambélé. Cet honneur fait à notre chef d'État réagir sur toute la Côte d'Ivoire. Et moi je suis particulièrement heureux d'être là, d'avoir vécu cet événement qui est extraordinaire. Et je pense que c'est bon aussi pour toute la communauté
scientifique de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était un moment pour notre compagnie extrêmement important parce que, comme cela a été souligné par les différents intervenants, notre société savante est ouverte à des esprits divers, évidemment cultivés, et qui peuvent échanger entre eux des idées qui peuvent faire progresser le monde et l'humanité. Et je crois que l'entrée dans notre compagnie du président Ouattara est exactement l'illustration de cette idée. C'est un sentiment de fierté. L'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante qui abrite en son sein des hommes et des femmes de qualité qui ont contribué et continuent de contribuer à l'enrichissement du monde par la contribution de la science. Et l'admission de notre président dans cette société savante est bien la reconnaissance des qualités universelles du président Alassane Ouattara et aussi son engagement pour travailler à servir l'humanité. Écoutez, nous sommes extrêmement honorés d'accueillir une personnalité de l'envergure de M. Ouattara, au-delà de son parcours politique tout à fait admirable. C'est un homme qui a toute sa place en sa qualité d'économiste, de quelqu'un qui a mené une réflexion sur l'avenir de l'Afrique, sur les relations de l'Afrique et de la France, et plus globalement sur l'avenir de notre planète. Donc c'est une grande fierté pour nous que d'accueillir le président ivoirien ici. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, revient de Londres où il a pris part à 2 événements majeurs, à savoir le Préforum Investir en Côte d'Ivoire et le sommet annuel sur le partenariat pour la bonne gouvernance. Cette mission est la 5e du chef du gouvernement depuis ces 6 derniers mois. Quelles en sont les retombées réelles pour la Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Inde, France, Canada, États-Unis, Angleterre. En moins de 6 mois, le chef du gouvernement ivoirien a effectué des missions importantes dans tous ces pays. Une situation que ne comprend pas toujours l'Ivoirien. L'objectif est pourtant simple, repositionner le pays dans le cœur des investisseurs et les inviter au forum Investir en Côte d'Ivoire, prévu pour janvier 2014. Après 10 années de crise qui ont effacé la Côte d'Ivoire de l'agenda des investisseurs dans le monde, Daniel Kablan-Duncan veut en séduire le plus grand nombre et les résultats se font déjà sentir. Les intentions d'investissement dans le pays explosent. J'ai fait tout récemment un rapport pour indiquer qu'à fin septembre, nous étions proches de 500 milliards de fonds CFA d'intention d'investissement agréés à l'investissement. 500 milliards, là où on avait un objectif de 300 milliards cette année. Donc, ça vient, je veux dire. L'année prochaine, nous avons un budget, une prévision de l'ordre de 700 à 800 milliards pour atteindre le cap de 1000 milliards d'investissements. Et là, je parle que du secteur privé, hors l'énergie, les mines et le pétrole. Mieux, des business councils voient le jour dans chacun des pays visités, ainsi que des signatures d'accords entre l'APEXI représentant le secteur privé ivoirien et les structures représentant le secteur privé de ces pays. Ces accords permettront d'assurer le suivi des rapports engagés et renforcer les coopérations économiques. À ce jeu, ce sont les investisseurs qui se sentent rassurés. Dans un marché non traditionnel, il était important que la Côte d'Ivoire vienne montrer que Côte d'Ivoire is back. Le nombre de participants aujourd'hui veut tout dire. Et je crois que le prochain forum Investir en Côte d'Ivoire permettra à nos autorités de jauger l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Si pour l'heure les populations ne ressentent pas les retombées de ces missions dans la pratique, il leur faudra de la patience, car entre l'intention d'investissement et la réalisation sur le terrain, il faut compter au moins 6 mois. En attendant, chaque balai d'investisseurs réjouit les acteurs de l'hôtellerie, du transport et autres restaurations. Pour le reste de la population, le rendez-vous est pris pour la première moitié de l'an 2014. On reste en économie. La Côte d'Ivoire est classée parmi les 10 économies au monde où il est facile de faire des affaires. Une performance qui lui permet de sortir de la zone rouge. Selon la Banque mondiale, cela permet au pays de se positionner comme pouvant capter davantage de capitaux pour son développement. Pour l'institution, l'avenir de l'économie est prometteur. De 2008 à 2013, ce sont 1000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a encaissés au guichet concessionnel de la Banque mondiale sous forme de dons. Le pays retrouve économiquement ses marques selon le directeur des opérations de l'institution de Bretton Woods en Côte d'Ivoire. C'est une économie aussi qui peut aller sur le marché, qui a une certaine crédibilité pour aller sur le marché et emprunter sur le marché. Donc pour certains types de projets, à terme effectivement la Côte d'Ivoire doit viser non seulement l'émergence, mais l'émergence a des implications
notamment en termes de capacité d'autofinancement, de capacité d'auto-investissement que le pays doit viser. Et donc ça, ce sont des avantages par rapport à ces possibilités. À la représentation de la Banque mondiale, l'on estime que le pays est dans la bonne posture pour le développement. Si le dernier rapport du Doing Business le confirme, le directeur des opérations ajoute les éléments suivants. Dans la filière cacao, le paysan capte désormais 60% du prix international contre 42% auparavant. Le pays est passé premier mondial dans l'exportation de l'anacarde. De nombreux investissements sont réalisés au niveau de la santé, de l'éducation, des infrastructures et le privé est de plus en plus optimiste. En somme, la mayonnaise d'une croissance économique forte est en train de prendre. L'idée, c'est qu'à partir de 2014-2015, que la Côte d'Ivoire puisse enregistrer des taux de croissance à 2 chiffres. Et je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on puisse y arriver, compte tenu de tous les investissements qui sont attendus, compte tenu du fait que sur des indicateurs extrêmement importants pour le secteur privé, vous savez, Doing Business vient de sortir, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays qui ont fait le plus de réformes en 2012. Je pense que ceci va continuer en 2013. On est vraiment sur une bonne tendance, une bonne pente, et je pense que ça va encourager davantage certains investisseurs qui pour l'instant freinaient un peu, n'étaient pas tout à fait sûrs, à revenir à investir massivement en Côte d'Ivoire. Avec l'augmentation du budget d'investissement de l'État, qui est prévu pour le budget prochain, c'est clair qu'on peut viser, et tout ce qui se fait dans le secteur agricole, etc., on peut viser une croissance à 2 chiffres dans ce pays. Ça, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, la Banque mondiale souligne que la Côte d'Ivoire dispose d'une capacité financière confortable induite par l'allègement de sa dette au point d'annoncer une augmentation salariale en 2014. Reportage signé Adama Koné. Ce mardi, Madani Tall, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a été reçu en audience par Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Et puis, ce prêt de 25 milliards de francs CFA de l'institution internationale à la Côte d'Ivoire pour le financement du secteur agricole. L'accord a été signé cet après-midi même entre Madani Tall, justement pour la Banque mondiale, et Kaba Nialé, la ministre en charge de l'économie. Les secteurs bénéficiaires sont l'EVA, le palmier à huile et le cacao. Quel partenariat pour l'émergence des PME et de l'artisanat? Voilà le thème de ces 3 journées de promotion des PME et de l'artisanat ouverts du 4 novembre au 6 novembre prochain. À cette occasion, le ministre du Commerce, de la promotion des PME et de l'artisanat, Jean-Louis Billon, a présenté sa stratégie pour relancer les PME ivoiriennes. Victorien Angoua. Les petites et moyennes entreprises PME et l'artisanat bien structuré dans un environnement assaini et concurrentiel peuvent servir de base au développement économique. Les PME emploient moins de 200 personnes en permanence. Leur chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Les PME sont confrontées à des difficultés. L'accès aux sources de financement, leur pérennité, la faible acquisition et exécution des marchés publics et privés. La loi sur les PME qui va être présentée a pris en compte cet aspect-là pour pouvoir protéger les PME nationales et leur réserver une part de marché sur ces marchés publics. Cela se fait ailleurs, on n'a fait qu'emprunter ce qui se pratique déjà dans d'autres pays et ça permet à la PME de ne pas voir passer des marchés sans qu'elle puisse réagir. Donc non seulement il sera demandé de lui attribuer une certaine part de marché, mais faire en sorte que la PME soit payée dans les 90 jours. Et ça permettra à cette PME d'avoir un levier pour pouvoir emprunter auprès des banques. Quel partenariat pour l'émergence des PME en Côte d'Ivoire? Thème de la journée promotionnelle des PME ivoiriennes. Appuyer les PME sur la base d'une ambition claire et chiffrée, c'est la mise en œuvre du plan Phoenix. Il pourrait aider à la relance économique. Le budget, 150 milliards de francs CFA pour créer 100 à 120 000 PME et leur permettre de contribuer de 35 à 40% du PIB à l'horizon 2020. Il vise toutes les régions. C'est un budget qui est de 150 à 200 milliards de francs CFA. C'est sur 5 ans. C'est à peine au-dessus de ce que fait Maurice, c'est en deçà de ce que fait le Maroc et c'est très en deçà de ce que font d'autres pays émergents déjà. Mais pour un début,
c'est un bon début. Les PME représentent 98% des entreprises recensées à hauteur de 18% à la formation du produit intérieur brut, PIB du pays. Les PME demeurent à l'origine de 20% de la création d'emplois du secteur formel. L'artisanat se positionne comme un pilier essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. Ce secteur occupe près de 40% de la population active, soit 2,5 à 3 millions de personnes. L'on retient des deux secteurs, leur aptitude à créer des emplois, leur flexibilité face au changement du cycle économique et leur potentiel de création de valeur ajoutée dans les stratégies de développement. Et dans une Côte d'Ivoire apaisée, un avenir meilleur est possible pour les PME. À tous les usagers de la route, sachez que les travaux de réhabilitation de la section autoroutière Abidjan-Saint-Grobo qui ont débuté le 2 octobre dernier sont dans la phase d'achèvement. À compter donc du jeudi 7 novembre prochain à 0h, il sera procédé à la fermeture de la voie allant dans le sens Saint-Grobo-Abidjan. Vous emprunterez alors dans les deux sens la voie Abidjan-Saint-Grobo. Le Salon international du bâtiment et de l'architecture s'est ouvert aujourd'hui même à Paris, en France. Et la Côte d'Ivoire, qui a lancé un vaste programme de construction de logements sociaux, fait partie des 3500 exposants sur place. Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, prend part à ce rendez-vous mondial où 400 000 visiteurs sont attendus. Sylvie Touré. Batimata 2013. Le Salon international du bâtiment et de l'architecture, la plus grande tribune au monde dédiée au bâtiment, a ouvert ses portes. 3500 exposants vantent leur savoir-faire en matière de construction, d'aménagement intérieur et extérieur. Une opportunité pour la Côte d'Ivoire, présente avec une forte délégation, conduite par le ministre Mamadou Sanogo. À part les pays du Maghreb, je crois que la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, est le seul pays d'Afrique noire à avoir donc un stand à cet important salon dédié donc aux matériaux du bâtiment. La Côte d'Ivoire s'est inscrite donc dans la voie de la reconstruction. Nous devions d'être ici et donc c'est le sens de notre présence. Vous venez voir un peu l'évolution des technologies en la matière et vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste programme de réalisation donc, des logements sociaux. Aux côtés du ministre Mamadou Sanogo, des représentants du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, la Chambre de commerce et d'industrie et le district d'Abidjan. L'objectif est clair, présenter les opportunités d'investissement dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire à ce rendez-vous de l'offre et de la demande. Batimata 2013 referme ses portes le 8 novembre prochain, mais avant, une journée consacrée à la Côte d'Ivoire est prévue demain mercredi. Un tout autre domaine à présent, celui de la santé. Une délégation des Nations Unies a été reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une rencontre qui a porté essentiellement sur l'organisation très prochaine en Côte d'Ivoire du sommet mondial des maires africains et ivoiriens. Les détails avec Abou Sanogo. Cet entretien a porté sur l'organisation en 2014 à Abidjan du sommet mondial des maires africains et américains, dont le thème portera sur la question du sida. Ce sommet s'inscrit dans le cadre des recherches de solutions aux questions liées au développement économique et social. Il consistera à réunir les 10 maires pour identifier les problèmes des communes américaines et africaines en vue de mettre en place des cadres d'échange d'expériences dans les secteurs de la technologie, du commerce, des infrastructures, de la lutte contre la criminalité, de la bonne gouvernance et de la santé. Nous avons été très impressionnés par les efforts qui ont été entrepris par le ministère de l'Intérieur. Nous avons constaté un travail extraordinaire qui fera que la Côte d'Ivoire va accueillir plus de 80 pays qui vont venir pour deux raisons. D'abord, exprimer leur solidarité à la Côte d'Ivoire aux efforts de réconciliation et de relance économique et marquer encore une fois la place que la Côte d'Ivoire a toujours eue comme locomotive du développement économique de la sous-région et du continent et comme pionnière en matière de décentralisation. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a rassuré ses hôtes de la détermination du gouvernement de tout mettre en œuvre pour relever le défi de l'organisation de ce sommet. Cette rencontre d'Abidjan enregistrera plus de 300 participants comprenant notamment les maires noirs des États-Unis d'Amérique, ceux de la sous-région ouest africaine, de la diaspora et de la Côte d'Ivoire.
Le réseau de partenaires Faire reculer le palud pour l'Afrique de l'Ouest révise et planifie des activités de lutte contre le paludisme. Une quinzaine de pays participent à cette réunion annuelle qui s'est ouverte ce lundi à Abidjan. Chantal Eouman à Kandan. Le paludisme, un obstacle à la santé et au développement des populations. En Afrique, chaque minute, un enfant meurt du palud. L'Afrique de l'Ouest est la région la plus touchée par la maladie. Face à cette situation alarmante, les acteurs du secteur africain et les partenaires au développement ont décidé de se retrouver ici à Abidjan pour revoir et planifier leur stratégie de lutte contre le paludisme. Selon chaque pays, il y a d'abord les stratégies qu'il faudrait bien harmoniser. Il y a d'abord la prévention qu'il faudrait bien renforcer et s'assurer qu'on est à recherche. Et deuxièmement, pour la prise en charge, il faut qu'on assure qu'il y a des médicaments de bonne qualité. Le vaccin, il y a une étude qui a été faite. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en Afrique de l'Ouest aussi, nous avons des pays qui ont testé ce vaccin et nous sommes en phase sur l'avancement d'un des vaccins, qui est vraiment l'espoir pour l'Afrique. La situation en Côte d'Ivoire est préoccupante. 43% des motifs de consultation sont liés au palud. Ils constituent également 26% des décès hospitaliers. Vos réflexions devront porter sur la mise en œuvre concertée au niveau sous-régional des stratégies novatrices à haut impact sur réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ce fléau, ainsi que de ses conséquences sur le développement durable. Cette rencontre annuelle réunit une centaine de participants du réseau Rollback Malaria venus de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour combattre efficacement le paludisme en Afrique de l'Ouest. C'est demain, 6 novembre, que s'ouvre le 6e congrès de la Société ivoirienne de médecine militaire. Les médecins ivoiriens et leurs hôtes de l'étranger vont échanger sur la gestion des catastrophes et le soutien des populations. Objectif, avoir une médecine plus proche et au service de cette population. Marie-Laure Ongoran s'est rendue à l'hôpital militaire d'Abidjan. Son constat. Hôpital militaire d'Abidjan, il est 12 heures. Au service d'imagerie médicale, c'est l'affluence. Médecins, infirmiers militaires sont à la tâche. Nous avons une programmation, nous faisons des échographies spécialisées. Nous recevons environ 80% de civils dans notre hôpital. Et il n'y a aucune différence entre les soins qui sont apportés aux militaires et aux civils. Un hôpital militaire ouvert à toute la population. L'accent est mis sur la qualité des soins. Mais pour les médecins militaires, il faut en faire davantage. Alors s'ouvre ce mercredi 6 novembre en Côte d'Ivoire le 6e congrès de la Société ivoirienne de médecine militaire. Au menu des débats, la gestion des catastrophes et le soutien aux populations. Il peut s'agir de catastrophes dans le cadre d'un accident de la circulation, dans le cadre d'une intoxication, dans le cadre d'une bousculade ou des intempéries qui vont entraîner un certain nombre de dégâts énormes. Et face à des dégâts aussi imprévus, subites, il y a un certain nombre d'organisations au plan sanitaire et administratif qu'il faut mettre sur place pour pouvoir pallier efficacement ces différents dégâts. En tant que structure militaire, nous avons l'habitude de ce type de prise en charge. Et donc, quand l'événement survient, nous transformons notre hôpital en vrai hôpital de campagne, c'est-à-dire les structures existantes et des structures additionnelles. Participeront à ce congrès les médecins militaires ivoiriens et étrangers. Ces derniers viendront de la France et des États-Unis d'Amérique. Les débats vont durer 2 jours. Sangafoa Coulibaly, le ministre de l'Agriculture et son homologue de la Guinée équatoriale, Alfred Bictogo-Ada, ont visité l'unité agro-industrielle intégrée de Ibodo dans le département de Dabou. Il s'agit au travers de cette visite de jeter les bases d'une coopération sud-sud dans le secteur du palmier à huile. Noël Niagno. Les ministres Alfredo Bictogo-Ada de la Guinée équatoriale et Sangafoa Coulibaly de la Côte d'Ivoire, tous deux en charge de l'agriculture de leurs pays respectifs, sous les palmiers à Irobo, à environ 50 km d'Abidjan, pour jeter les bases de la coopération sud-sud en exploitant les avantages comparatifs de leurs pays respectifs. La Côte d'Ivoire a un grand potentiel vraiment, qu'au niveau de mon pays, au niveau de mon gouvernement, au niveau du chef d'État de mon pays, on considère que vraiment c'est un potentiel qu'il faut vraiment valoriser. Et voilà pourquoi aujourd'hui,
on se trouve en Côte d'Ivoire. Et du côté de la Guinée équatoriale, lui aussi peut avoir un petit potentiel en matière des hydrocarbures. De la graine aux fruits, le processus de production de l'huile de palme et ses sous-produits, l'entretien des plantations, la cueillette des fruits, les origines de l'unité de production agro-industrielle intégrée. Tout a été expliqué et dit aux visiteurs d'un jour et à sa délégation, à l'effet de leur permettre d'avoir une claire vision du secteur du palmier à huile. Une sorte de travaux dirigés après la séance de travail du lundi 4 novembre au cabinet du ministre ivoirien de l'Agriculture. Au terme de la visite, le ministre équateur-guinéen de l'Agriculture s'est déclaré satisfait et compte exploiter les enseignements de cette visite pour concrétiser l'engagement pris par les deux chefs d'État, Mbiang Eguéman de Guinée équatoriale et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. C'était à New York, aux États-Unis. La Guinée équatoriale couvre une superficie de 28 051 km² pour une population de plus de 900 000 habitants. Sa capitale est Malabo. La Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire ont en commun le franc CFA et divergent au niveau des richesses. Le pétrole pour la Guinée équatoriale, l'agriculture pour la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de cette coopération sud-sud pour le bonheur des deux peuples. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par Dominique Ouattara et l'Université américaine de Tulane. L'accord porte sur la réalisation d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, est à la tâche pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Sous sa conduite, la lutte connaît des progrès, en témoigne le lancement bientôt à son initiative d'une grande enquête sur le territoire national pour évaluer le nombre d'enfants victimes, leur provenance, les localités exactes où ils sont abusivement exploités et les mesures à prendre pour éliminer définitivement le phénomène sur le sol ivoirien. Recevant le 17 octobre dernier sa consoeur première dame du Burkina Faso pour la signature de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait annoncé cet important projet. Pour la réalisation de cette enquête, un accord vient d'être signé le lundi 28 octobre dernier à Washington, D.C., dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire avec l'Université américaine de Tulane, qui est chargée de réaliser cette enquête. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, président du Conseil national de surveillance, était représentée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. S'agissant de ce fléau, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse. Combien d'enfants travaillent-ils encore dans les plantations du cacao? Dans quelle localité exacte travaillent-ils? D'où viennent-ils? Quelles mesures doit-on prendre pour éliminer définitivement ce fléau? Telles sont quelques questions qui trouveront réponse, nous l'espérons, au terme de cette enquête. La signature s'est faite en présence de nombreux partenaires, dont la Fondation mondiale du cacao. L'enquête va bénéficier d'une contribution financière de l'État américain à hauteur de 1,5 million de dollars, soit environ 700 millions de francs. Les parties ivoiriennes et américaines se sont engagées à garantir sa transparence. Le sous-secrétaire d'État américain au département du travail a salué l'engagement personnel de la première dame Dominique Ouattara dans la lutte contre la traite des enfants. L'enquête qui sera réalisée par l'Université de Tulane va bénéficier du partenariat technique de l'École nationale d'économie et de statistiques appliquées de Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent, direction Afrique du Sud. Le roman autobiographique de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, va être adapté au cinéma. Beaucoup d'émotions lors de cette avant-première de Long Walk to Freedom à Johannesburg. Le livre autobiographique de Nelson Mandela a été adapté pour le cinéma. La famille de Madiba et les plus hautes personnalités du pays sont venues le découvrir avant sa sortie le 28 novembre. Cette histoire est tellement plus grande que moi, que nous tous. Mais je peux affirmer que de toute ma carrière d'acteur, je n'ai jamais travaillé avec des partenaires aussi engagés. Cette troupe d'acteurs
Ce sont réellement mes camarades. Toute l'équipe semble effectivement avoir été emportée par le destin exceptionnel de Madiba, symbole de la lutte contre l'apartheid, premier président noir de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix. Mais le film ne se résume pas à sa vie publique. Il raconte aussi les relations de Nelson Mandela avec sa femme Winnie, ainsi que les conséquences sur la famille de leur engagement politique à tous deux. I have beautiful children, a beautiful wife. I want them to walk free in their own land. J'aurais préféré voir le film seul, parce que je l'ai trouvé vraiment thérapeutique. Il m'a confronté à des émotions que j'avais refoulées, que j'avais refusé de reconnaître. J'ai tenté de comprendre ces personnages comme des hommes et des femmes, pas comme les icônes que tout le monde connaît. Et d'en faire un film sur la famille, sur l'amour et le pardon. Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty? My lord, it is not I but the government that should plead guilty. Nelson Mandela avait promis l'adaptation de son livre à son ami, le producteur sud-africain Anand Singh. Il lui aura fallu 16 ans de travail pour trouver le bon scénario. Avant de tomber malade, Madiba avait pu voir quelques scènes de Long Walk to Freedom, le film le plus important jamais produit en Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, très tôt à 6h30, Francis Boifo vous fera le point de l'actualité. Bonne suite de programme sur RTI 1.